Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 122e numéro de la grande série, la grande saga au long cours depuis 10 ans déjà des Rendez-vous des Futurs. Une émission comme d'habitude, coproduite, préparée, réalisée par les talents conjugués de l'agence Triple C, de l'agence JD Carré et du Cube, le Cube à Issy-les-Moulineaux où nous sommes également puisque depuis 10 ans, nos émissions sont en direct et en public bien sûr. Alors ce soir, vous en avez pris le réflexe, évidemment. Il faut sortir vos téléphones, il faut tweeter, il faut partager tout ce que vous voyez, il faut poser des questions également. Je les reçois sur mon petit concentré de météo rare ici et je les poserai à nos invités. Il faut également vous inviter, si vous nous regardez sur une certaine plateforme qui commence par Y, abonnez-vous évidemment, partagez. Et plus nous serons et plus tout ira bien pour tout le monde. Ce soir, vous retrouverez quelques rendez-vous, quelques surprises. Et nous avons la chance également d'avoir non pas une, mais deux invités, puisque nous aurons le plaisir de dialoguer avec Perrine Legal tout à l'heure. Et nous parlerons avec elle de pratiques innovantes. C'est la cofondatrice du Centre Coloris. Et voilà, vous en saurez plus, bien sûr, tout à l'heure. C'est parti, vous êtes bien, attachez bien vos ceintures, où vous soyez au bureau, chez vous, dans le bus. Attention à ce que vous faites néanmoins. On y va. Laissez-moi vous présenter notre invitée, Irène Dupont-Couturier. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Éloi. Alors Irène, c'est à la fois simple et complexe de vous présenter en quelques mots. Habituellement, moi j'ai un petit gimmick, un petit truc. C'est je prends le portrait Twitter. Vous savez, c'est quoi? C'est en 200 signes, je crois, maximum. On se présente. C'est pas évident avec vous. Et du coup, je sors un peu de mon rituel pour essayer de décrire votre parcours. C'est simple de vous présenter parce que vous êtes adepte des longs séjours, donc au moins ça c'est simple. 31 ans à la tête du CEFRI, le Centre de formation en réalité internationale. 21 ans chez Sol, France, que vous avez co-créé, vous êtes devenue présidente. Et puis, depuis 3 ans, vous êtes présidente de Happy Morphose, que vous avez également co-créé. Mais c'est compliqué parce que, finalement, comment résumer un parcours aussi riche en quelques lignes? Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, je n'ai pas tout ce temps-là pour vraiment décrire votre portrait. Néanmoins, on va y revenir dans notre dialogue que nous allons avoir avec Niels. Parce que Happy Morphose, il va falloir faire une pause et décrire précisément tout ce que l'on entend par là. Mais on y reviendra. J'ai un autre rituel qui est la petite question. La petite question, c'est qu'est-ce que vous dites à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Ça, c'est une question qu'on a piquée à André Braic, au regretté André Braic, qui était venu nous voir et qui nous disait que le but de sa vie était de pouvoir expliquer ce qu'il faisait. Et lui, il observait le système solaire, et notamment Saturne, et il expliquait, il tentait d'expliquer à un enfant de 7 ans, à l'époque c'était 7 ans pour lui, ce qu'il faisait dans la vie. Et quand il nous a quittés, il nous disait qu'il n'y avait toujours pas réussi. Qu'est-ce que vous répondez à cet enfant? Pour moi, eh bien, j'ai l'impression que vous me demandez ce que mes petits-enfants me demandent. Et nous avons de vraies conversations ensemble. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, Myrène? Et ils sont habitués. Je leur dis, bon ben voilà, j'ai passé 21 ans de ma vie à créer Sol. Et Sol, ça veut dire apprendre ensemble. Ah bon, ça va, on commence à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et alors là, on commence à décrire. Ils sont très calés sur l'échelle d'inférence, sur comment dialoguer ensemble. Et à 9 ans, autant vous dire que quand on ne respecte pas un des points, ils préviennent. Alors, Happy Morphose, ça leur plaît beaucoup, c'est sympa. Et protéger la métamorphose humaniste, protéger tout ce qui est en train de se passer dans notre monde et qu'on ne veut pas regarder. Être attentif à tous les signaux faibles de ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça aussi, ça les amuse beaucoup, parce que quand ils arrivent à la maison, ils me disent « on a récupéré un signal faible ». On a observé. Voilà. Alors, on a observé, et je leur dis tous les jours, vous devez regarder les signaux faibles de choses chouettes qui se sont passées dans le monde. Voilà comment je présente ce que je fais. Eh bien, c'est parfait. Dernier petit rituel, une autre petite question. C'est vraiment des petites questions rapides et du coup des réponses rapides. Mais ça, vous l'avez bien compris avec notre première question rituelle.
Si je vous demande quelles ont été vos grandes rencontres, s'il devait y en avoir peut-être 2, 3, les grandes rencontres qui ont marqué des virages, des tournants majeurs dans votre parcours, ce serait qui? Ce serait quoi? C'est la rencontre avec quelqu'un qui vient de nous quitter il y a un mois, Harry de Greuze, qui était un Néerlandais qui vivait en Grande-Bretagne et qui était le directeur général de Royal Dutch Shell, chargé du groupe Planning. Et Harry était un personnaliste. Et c'est lui qui a initié toute la réflexion sur l'organisation apprenante. Et après les 2 grandes crises du pétrole, il a travaillé, mais complètement sur le vivant dans l'entreprise. Et on en parlera tout à l'heure. C'est lui qui m'a fait connaître Francesco Varela. Et c'était un homme tout à fait remarquable. Et ça a été une grande rencontre qui m'a beaucoup marquée et qu'on a continué pendant 40 ans de notre vie. Alors, d'autres grandes rencontres, c'est plutôt des moments, des moments impressionnants où vous vous dites qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Lorsque je me suis retrouvée devant le ministre russe de l'économie et qui a dit comment est-ce qu'on peut transformer notre pays? Bon, là, on est vraiment impressionné. Ou quand je me suis retrouvée en Chine, au patronat chinois, et il nous a dit, mais qu'est-ce que vous entendez par la métamorphose humaniste? Vous voyez, alors là, vous êtes... Bon, alors voilà, c'est des moments comme ça qui... Des moments charnières, vraiment. Moments charnières. Et vous vous dites, bon, il va falloir que je sois très clair, mais on n'est pas à l'aise. Ce ne sont pas des enfants de 7 ans, mais presque, il faut être clair. Voilà. Nils Aziosmanov, président du Cube, et qui accompagne évidemment et qui participe à la création de ces rendez-vous du futur depuis 10 ans. Nils, je te laisse le micro. Merci Éloi, merci beaucoup de votre présence Irène Dupuy-Couturier. C'était un très très grand plaisir de vous recevoir. Alors je vais faire une mini entorse, pardonnez-moi, mais en fait j'ai reçu tout à l'heure un livre et je voudrais juste l'annoncer très rapidement. Nils commence par le coup de cœur qu'on dit à la fin. Voilà, mais j'ai peur de l'oublier le coup de cœur. Donc c'est le design des choses de Jean-Louis Fréchin, qui est un designer tout à fait talentueux et qui a beaucoup innové, exploré le domaine du numérique. J'en dis pas plus, on l'invitera. J'ai pas encore lu le livre, mais je sais que ça va être très bien et on l'invitera à un prochain rendez-vous du futur. Voilà, c'est sorti vraiment là. Donc, pardonnez-moi, Irène Dupuy-Couturier, donc vous avez écrit avec le sociologue et anthropologue Alain de Vulpian Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, et c'est sous-titré La métamorphose humaniste. Alors Alain de Vulpian a notamment écrit Éloge de la métamorphose, donc c'est vraiment un thème qui vous est cher à tous les deux. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce livre ensemble? Quel a été le point de départ? Alain est un sociologue et moi je suis une historienne. Historienne, oui. Et je travaillais pour des très grandes entreprises multinationales pour essayer de leur faire comprendre ce qui était en train d'émerger à l'international à la suite des crises pétrolières, dans tous les domaines. Et il était indispensable pour une historienne et pour pouvoir les aider à préparer ces scénarios du futur, de comprendre les grandes tendances, les grandes latences de nos sociétés, ce qui était en train de se passer, mais profondément en dehors des grands événements comme les crises du pétrole, qu'est-ce qui était profondément en train de se passer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec Alain de Vulpian et qu'on a écrit ensemble. J'ai collaboré à Éloge la métamorphose et qu'on a écrit ensemble ce livre. Alors on va rentrer dans le livre, mais juste avant, donc il est préfacé par Peter Senge, avec qui je crois vous avez eu une longue collaboration autour de Sol, notamment Sol France. Quelques mots sur Peter Senge qui préface le livre. Alors Peter, lorsqu'Harry de Greuze est parti au MIT pour lui demander comment les organisations pouvaient être des organisations vivantes, on va bien garder ce mot de vivant dans notre conversation,
Peter a commencé à travailler sur un certain nombre de voix. Et depuis une vingtaine d'années, depuis 21 ans exactement, nous avons travaillé ensemble sur non seulement comment mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, mais comment approfondir les voies qui vont permettre la coopération. Vous allez voir que dans toute notre conversation, quand on va parler de métamorphose, on va oublier le terme de compétition. Et même si Peter est professeur à la Sloan School au MIT, lui, son thème, c'est celui de la coopération. Et Peter est très impressionné par la philosophie chinoise, par les maîtres chinois, et il m'a entraîné aussi à toute une réflexion sur la pensée cyclique. Effectivement, qu'on va retrouver dans le livre. Alors, vous démarrez en pointant un processus de changement civilisationnel à l'œuvre avec deux phénomènes. Il y en a d'autres, mais en tout cas, j'ai repéré deux grands phénomènes que vous citez qui élargissent la conscience humaine. Alors, je vais vous citer. Le premier phénomène, donc pour la première fois à grande échelle, les humains du XXIe siècle font entrer en dialogue simultanément les 4 dimensions de leur cerveau, spirituel, émotionnel, relationnel, sensoriel et rationnel, et cela change tout. Et peut-être le deuxième phénomène, c'est au cours du XXe siècle, les gens ordinaires ont commencé à prendre conscience que l'immense progrès scientifique et technique fruit de la rationalité humaine poussée à l'extrême pourrait donner lieu à des catastrophes écologiques, sociales et géopolitiques menaçant la survie même de l'espèce humaine. Finalement, le paradigme qui s'ouvre, c'est que l'humain s'est ouvert à lui-même et en s'ouvrant à lui-même, de fait, il s'ouvre au monde. Est-ce que c'est un peu ça le point de départ du... Oui, et j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse montrer la slide que nous avons préparée sur ce dialogue sur la société comme un cerveau et sur ce dialogue entre les 4 cerveaux. Jonathan est en train de nous les montrer. D'accord, voilà, c'est celle-là. Alors, pour la première fois, effectivement, peut-être, dans l'histoire de l'humanité, nous mettons en dialogue permanent notre cerveau rationnel, dans lequel nous avons été éduqués depuis la Renaissance, notre cerveau émotionnel relationnel, et ça c'est le fondement de la métamorphose humaniste qui a commencé il y a à peu près une centaine d'années, le corps, le sensoriel, et on sait que nous avons des neurones, y compris dans notre ventre, et le cerveau spirituel. Et ce dialogue permanent dans la très courte histoire de l'humanité, 200-300 000 ans, c'est pas grand-chose, dans ce dialogue permanent est probablement quelque chose de nouveau et qui va nous permettre, et la flexibilité de notre cerveau est quelque chose d'extraordinaire. Et dans la grande métamorphose humaniste qui est en train de se dessiner, ce dialogue va donner une force à l'homme, à Homo sapiens, tout à fait remarquable, qui va nous permettre de bien réfléchir ensemble à la place de la révolution numérique pour aider ce grand dialogue qu'Homo sapiens fait avec lui-même. Alors, effectivement, je vous cite parce que j'aime bien citer des passages du livre. Vous dites « Aujourd'hui, avec Alain de Vulpian, j'ai pris conscience du fossé entre une éducation rationnelle reçue de nos arrière-grands-parents et de nos parents et la vie ouverte sur le monde de nos enfants et petits-enfants. Elle fait appel aux autres aspects de nos personnalités, l'importance du sensoriel, de l'émotionnel relationnel, du spirituel. Nous sommes à un point de bifurcation de la civilisation. » Alors, avant d'arriver là, j'ai juste envie de vous demander, mais en fait, quand on parle de l'importance du sensoriel, l'émotionnel relationnel, du spirituel, est-ce que c'est pas un retour finalement aux origines, les chamans, le rapport qu'on avait à la nature autrefois, qu'on a peut-être oublié ? Nils, si on commence sur ce sujet, on a toute la nuit. Hein. D'accord. Bon, on est complètement d'accord. Mais vous confirmez c'est que... probablement un retour religion primitive, Oui. à la religion primitive et aux chamans. Mais bon, c'est aussi contesté. C'est aussi, quand vous regardez les liens entre la pensée chinoise et la pensée grecque, vous pouvez aussi remonter aux chamans. C'est quelque chose de très profond, mais je pense que
Ce soir, on n'a pas le temps, mais on pourra peut-être faire plus tard. Alors, une série un peu plus tard. Alors, vous avez raison, on va aller directement à la grande bifurcation. Pourquoi Darwin, en 1859, vient-il bouleverser notre compréhension du vivant? C'est là la grande bifurcation. C'est là la grande bifurcation. Et c'est là le mot important, c'est le vivant. Et nous nous rendons compte, alors là, il faut que je fasse appel, non, je vais d'abord faire appel à la bifurcation. Maintenant, nous appréhendons bien ce problème de l'évolution d'Homo sapiens. Mais je vais faire référence à un chimiste. Il y a Prigogine, qui a travaillé sur la stabilité des systèmes et qui a eu son prix Nobel en 1977 sur ce thème. L'homéostasie, c'est ça? Non? Oui, c'est ça. C'est ça, la stabilité des systèmes. Et Prigogine nous dit que dans les systèmes stables, on ne peut rien faire. Oui. Bon, la Lune tourne autour de la Terre, vous ne pouvez rien faire. Dans les systèmes que Prigogine appelle dissipatifs, qui sont des systèmes en ébullition, il y a toujours des points de bifurcation. Et à ce point de bifurcation, avec peu d'efforts, on peut tout changer. Peu d'efforts, ça veut dire, tous ceux qui sont sur Internet, nous ici, avec peu d'efforts, chacun peut changer quelque chose. Vous êtes d'accord qu'on est dans un système dissipatif? Oui. Bon. Et alors, si vous voulez, si on prend la grande thèse de Darwin et de l'évolution, et de ce système dissipatif dans lequel nous vivons aujourd'hui un point de bifurcation, et c'est là qu'il faut qu'on travaille pour chercher comment, à ce point de bifurcation, protéger la métamorphose humaniste. Il y a eu une mauvaise lecture de Darwin, on a pensé que c'était la compétition, etc. C'est l'adaptation. C'est l'adaptation, oui. Et derrière l'adaptation, la coopération. Oui. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'auraient pas survécu s'ils n'avaient pas coopéré. Hein. Face à un mammouth, vous êtes obligé de coopérer. Donc aujourd'hui, nous devons reprendre toute cette réflexion sur la coopération et sur travailler au point de bifurcation. Alors, je vous cite toujours, on avance dans le livre, hein, donc, mais le livre est très très riche, donc bien entendu, j'invite les lecteurs à aller le lire. Là, par moment, on saute des étapes, mais c'est un peu nécessaire. Hein. On y va vite. Alors, je vous cite, nous avons pris conscience de nos limites, nous avons compris que nos actions à courte vue avaient souvent déclenché des effets pervers catastrophiques, que les images mythiques de la nature et de l'humanité que nous étions faites avaient alimenté nos comportements prédateurs et imprévoyants, en même temps que nos remarquables succès matériels provisoires. Nous commençons à nous demander si nous ne sommes pas congénitalement condamnés à l'aveuglement. Est-ce que ça ne veut pas dire que pour évoluer, il faut commencer par déconstruire nos récits? Est-ce que ce n'est pas d'abord un travail de déconstruction, la destruction créative dont parlait Picasso, et pas Schumpeter, mais enfin Schumpeter l'a dit aussi. Il y a un peu de ça. Voilà. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à ce point, c'est la prise de conscience. Oui. C'est la prise de conscience, et ça, c'est le mot-clé aujourd'hui. Nous devons prendre conscience que nous sommes à un point de bifurcation, que nous pouvons très bien, non pas détruire la nature, parce que c'est impossible de détruire la Terre, mais complètement la saccager. Et en même temps, saccager, puisque là on parle d'écologie globale, la vie même de l'homme. Donc l'homme est partie intégrante de la nature, donc c'est toute une autre réflexion à faire. Et effectivement, vous avez raison, le livre a raison. Le livre a peut-être raison, mais en fait c'est ce qu'on vit, hein, parce que tout ce qui est dans le livre, c'est qui a été observé depuis 70 ans, par les équipes d'Alain de Vulpian ou par moi-même dans mon travail. Donc, c'est une question de protection, effectivement, de protéger la maison commune. Alors, en fait, vous l'avez dit, donc on découvre qu'une chose existe qui s'appelle l'Anthropocène, l'impact de l'activité humaine sur la géologie et sur globalement la biosphère, que effectivement la nature peut très bien se dispenser de l'homme, hein, on n'est pas, voilà, oui, c'est ce qui nous pend au nez concrètement. La nature, elle continuera. Il y a déjà eu 5 ou 6 excessions de masse, voilà, 5.
Bon, ça, c'est une première rupture, on va dire, qui est pas des moindres dans Non. l'histoire humaine. Et puis, il y en a une deuxième qui arrive, que vous pointez. Et alors là, c'est le Big Bang numérique. Je vous cite, en 1984, Apple lance Macintosh. En 1990, Windows commence à faire parler de lui et sera bientôt maître sur le marché. Pour entrer dans 50 millions de foyers, la radio a mis 37 ans, la télévision 13 ans et Internet seulement 5 ans. Et on voit aujourd'hui des phénomènes incroyablement massifs et volatiles de plus en plus sur Internet. Et justement, est-ce que là, il n'y a pas un rapport au temps, quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on a du mal à maîtriser, cette accélération exponentielle des technosciences dans nos vies? Alors, l'accélération, il faut y réfléchir par rapport à ce terme du vivant. Il faut que nous considérions que toutes nos organisations, et ça c'était Francesco Varela et Umberto Maturana, sont des êtres vivants si les cellules qui font partie des organisations coopèrent ensemble pour s'adapter à l'environnement. Mhm. Donc, on peut penser que, évidemment, si vous avez une grande entreprise où chacun est de son côté en termes de compétition, là, il n'y aura pas de vivant. Mais quand il y a du vivant, votre entreprise va survivre. Et ce que nous dit le grand biologiste actuel, Antonio Damasio, c'est le Portugais qui travaille aux États-Unis, qui enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles, Damasio nous dit le vivant a 3 caractéristiques. Survivre, se reproduire et s'épanouir. Et il dit c'est le top. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui chercher ensemble. Et quand vous passez à la révolution numérique, la révolution numérique, elle est faite, elle est là, elle existe, mais elle fait partie de ce grand mouvement du vivant. Il faut la remettre, la mettre à sa place pour qu'elle aide Homo sapiens à prendre soin de la métamorphose humaniste. Et nous avons besoin de cette, révolution numérique pour pouvoir repérer les poches de malaise, les poches de pauvreté, tout ce qui va mal dans le monde. Alors, effectivement, bien de nos contemporains sont angoissés parce qu'ils pensent révolution numérique, vieillards californiens qui reprennent le pouvoir et nous transforment en petites fourmis. Oui, excusez-moi, c'est effectivement la question que j'allais vous poser, parce que quand vous dites passer de survivre à s'épanouir, on est un peu dans la pyramide de Maslow. Encore faut-il pouvoir s'épanouir. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas tous égaux aujourd'hui. Mais non. Et alors c'est ça qui fait qu'on est tous là ensemble ce soir, c'est la recherche de l'épanouissement. Il faut que nous nous épanouissions et la révolution numérique va nous aider. Je prends un petit exemple. Le grand débat l'an dernier. D'abord, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Ensuite, ces Gilets jaunes sont partis sur les ronds-points parce qu'ils avaient besoin d'affection. C'était tout le côté relationnel, émotionnel. Et puis, ça fait la grande crise, et il y a eu le grand débat. Le grand débat, sans intelligence artificielle, il n'aurait pas pu avoir lieu. On a besoin de l'intelligence artificielle pour repérer les poches de pauvreté. Et l'intelligence artificielle, si elle n'est pas récupérée par les gouvernements, par le gouvernement chinois qui fait de la reconnaissance faciale et qui vous divise en vilains citoyens et bons citoyens. Mais si elle n'est pas récupérée par les gouvernements, peut être tout à fait au service de la métamorphose parce qu'elle va nous aider à repérer des palpeurs qui seront des think tanks, des tiers-lieux comme ici, des endroits, si on est ici, alternatifs, quoi, ouais. Alternatifs, et qui vont nous aider à protéger la métamorphose humaniste. C'est-à-dire que la grande angoisse dont on parle dans ce livre, que nous partons dans le mur et nous allons être complètement dominés par les GAFA et par les vieillards californiens, cette grande angoisse, on peut tout à fait y faire face. Et si
on met la révolution numérique au service de l'homme et le vivant, il trouve toujours ses autorégulations. Ça, c'est Varela qui le dit, ce qu'il appelle l'autopoïèse. Le vivant trouve ses autorégulations. Alors, ça peut mettre un certain temps, hein. Mais même en laissant monter un petit peu les autorégulations dans les grandes entreprises, style GAFA, etc., en laissant monter chez les gens ordinaires autour de nous, dont nous faisons partie, il va falloir bien les mettre en valeur. Et je crois que c'est toute cette idée du vivant que nous devons bien mettre en lumière par rapport à la révolution numérique qui est au service de l'homme. Alors, vous dites la science, pardon, c'est moi qui le dis d'ailleurs, c'est pas. Il y a un paragraphe où on voit que la science va nous révéler d'autres dimensions du réel. Elle est en train de révéler d'autres dimensions du réel. Et vous dites, certains sentent l'existence probable d'une dimension de la réalité qui nous échappe et qui interfère avec la réalité tangible. Ils ont l'intuition qu'en s'appuyant sur les avancées de la recherche scientifique du XXIe siècle, l'humanité pourrait entrer dans une nouvelle ère plus harmonieuse de son développement, que l'évolution culturelle nous y pousse, mais qu'il nous faut cependant aider cette évolution. Est-ce que ça veut dire que la révolution technoscientifique ne doit pas être aussi une révolution éthique ? Est-ce que ce n'est pas ça le problème qu'on a avec les GAFA dont vous parliez tout à l'heure ? C'est qu'on voit bien la révolution technoscientifique, on voit moins la révolution éthique, ou en tout cas, si elle s'exprime dans les signaux faibles dont vous parliez, c'est-à-dire sur ces lieux alternatifs, etc., effectivement, il y en a plein, c'est une floraison. Pour autant, ils ne font pas encore système, ce n'est pas eux qui ont les manettes. Donc, comment arriver à faire émerger une éthique, une conscience éthique autour des nouvelles technologies Alors, c'est difficile hein, de parler de la conscience éthique. Tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'on observe, hein, et puis on ne va pas décréter le futur. Hein. En revanche, on peut prendre soin, aider. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on puisse décréter une conscience éthique. Vous avez... bon, il y a des... Je ne sais pas si on peut parler d'un mythe, mais vous avez... toute l'hypothèse, la perception que Teilhard de Chardin a eue derrière la biosphère, la noosphère, donc au-dessus, en complémentarité, la noosphère qui est la sphère des idées, eh bien, je pense que la révolution numérique fait partie de cette noosphère, qu'on va trouver des moyens pour bien mettre en valeur ce qu'on est en train de... ce que la révolution numérique est en train de nous signaler comme zone de souffrance. C'est difficile de décréter de l'éthique, mais c'est un mouvement... Oui, en fait, ce que vous dites, on le voit avec les phénomènes MeToo, les printemps arabes, etc. C'est effectivement, le numérique révèle des choses qui avant étaient tues, étaient sous le manteau. Alors, excusez-moi, mais à vous écouter, on est dans une promesse qui a l'air quand même assez magnifique, mais vous dites vous-même dans le livre que patatras, tout allait bien jusqu'à ce point de bifurcation de la discussion, mais 3 menaces pèsent sur la métamorphose humaniste. Je vous cite, la résistance des grandes entreprises financiarisées, les incertitudes liées à l'expansion extrêmement rapide du numérique, on en a parlé, et la persistance de la démocratie telle que nous la pratiquons. Alors, on n'a pas le temps de développer tout ça, hélas. Peut-être juste une réaction sur un des points. Une fois de plus, j'invite les lecteurs à aller voir les réponses, ou en tout cas les interrogations. Alors, sur la démocratie représentative, on voit bien qu'elle est dans une impasse. Et on voit en même temps qu'il y a à la base une démocratie locale qui est en train d'émerger en termes de coopération sur des projets précis et qui est quelque chose de tout à fait étonnant. Bon, moi, je suis allée me balader dans la région Rhône-Alpes-Auvergne et avec des projets locaux de démocratie qui sont tout à fait intéressants. Alors, on va avoir, et je vois bien nos amis suédois
sont sur la même voie, ou les amis canadiens, on sent qu'en termes de démocratie, le numérique va nous permettre d'aider à développer une démocratie locale qui sera en fait globale. Ce sera à la fois bon. Et vous avez dit en termes de gouvernance, vous voulez que je vous donne un mot, on change de leadership. Et il faut penser au leadership catalyseur qui va catalyser les émergences et leur donner la cohérence. Et notamment avec les organisations apprenantes que vous développez dans le livre. Voilà. Alors, comme il reste très peu de temps, peut-être que la leçon du livre, si je puis dire, tient dans ces quelques lignes que je vais citer. Alors, ayant refermé ce livre, peut-être penserez-vous que cette métamorphose est un mythe pervers, qu'il faut reprendre les choses en main, en revenir aux autorités, à l'État, à la lutte des classes et des nations. Mais si vous vous trompez et si la métamorphose se poursuit, vous allez vous trouver en décalage par rapport à votre environnement vivant et de ce fait vulnérable. En cherchant à préserver votre pouvoir obsolète, peut-être achèverez-vous de perdre ce qui vous reste de pouvoir réel. En fait, on peut dire que l'effondrement des possibilités qu'offrait la nature jusque-là entraîne mécaniquement un effondrement des politiques. Donc, il faut tout revoir. Il faut tout revoir et il faut bien sûr commencer à travailler avec Apimorphose et faire partie des mouvements pour protéger la métamorphose humaniste. Merci beaucoup. Et aller sur le site. Merci. Merci beaucoup. Merci Irène, vous restez évidemment là avec nous. Niels, merci, vous devez nous quitter, donc mon rôle c'est aussi de vous le rappeler. Vous devez nous quitter. Nous avons une petite résonance et pendant cette... non, nous avons une petite résonance et vous rebondirez sur cette petite résonance. Muriel de Saint-Sauveur était venue nous voir il y a quelques temps et Muriel de Saint-Sauveur à l'époque était la directrice de communication du groupe Mazar. Elle a créé entre-temps, elle a pris la présidence de Women Masterclass et elle nous parlait du monde de l'entreprise à l'époque. Nous avons pris un petit passage et on va en parler juste après. Vous avez un nouveau phénomène, c'est le nombre de femmes qui travaillent, qui est quand même de plus en plus important. Et comme les femmes sont encore celles, entre 40 et 50 ans, qui s'occupent de la maison, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de toute la vie, elles ont encore une demande de leadership différent, de carrière différente, d'ouverture, de flexibilité. Arrive en même temps la génération dite Y, qui, elle, veut réussir sa vie avant tout. Elle mélange. Et pourquoi elle mélange? Parce qu'elle est hyper connectée. Et donc, la troisième révolution, ce sont les outils qui font que nous travaillons n'importe où, pour une partie des métiers, pas encore tous. Et donc, quand vous avez ces trois révolutions qui arrivent en même temps dans l'entreprise, ça veut bien dire que l'entreprise doit repenser son organisation, qui va être horizontale, qui va être flexible, mais que cela prend du temps. Parce qu'une entreprise, c'est un gros mastodonte qui ne change pas du jour au lendemain, qui a des freins, qui a une hiérarchie, qui est mondiale et qui ne peut pas, au moment où elle nous écoute, tout d'un coup décider que demain matin, ça va changer. Alors c'était une émission hors les murs, on le voit, il y a un écho, c'était dans l'Espace Saint-Sauveur, une ancienne église à Issy-les-Moulineaux, lors d'un festival que nous avions fait avec les Rendez-vous du Futur. Ce que Muriel de Saint-Sauveur dit là, est-ce que ça fait écho? Ah oui, complètement. Ce que dit Muriel, elle est en train de nous décrire l'entreprise traditionnelle, mais qui est en train de dépérir parce que les jeunes foutent le camp. Ils ne veulent plus être dans une organisation hiérarchique. Ils veulent créer leur propre social business. Ils veulent créer leur start-up. Ils ne supportent plus la hiérarchie et ils vivent dans une société de plein pied. Donc elle a totalement raison et le rôle des femmes, le rôle de la pensée féminine est absolument essentiel. Alors moi, mon premier grand patron, Paul Delouvrier, avait une pensée féminine extraordinaire. Il était complètement en intuition, en socioperception permanente. Un pionnier à l'époque. Un pionnier, vous imaginez, dans les années 73, il avait prévu la crise du pétrole bien avant, 6 mois avant. Il avait une pensée féminine. Donc elle a tout à fait raison, c'est le rôle de la pensée féminine qui va arriver en complémentarité. Et d'autre part, un nouveau style d'organisation, donc un nouveau style de leader. Et quand je vous parle de leader catalyseur, c'est des leaders qui vont récupérer ce que ces jeunes femmes sont en train
de découvrir chez elles en gardant leurs enfants, mais en utilisant l'ordinateur. Et tout ceci va alimenter l'intelligence collective de l'entreprise et permettre à l'entreprise de s'adapter au futur et de survivre. Après, on a toujours cette exaspération, cette impression que rien ne va assez vite. Muriel le décrit et elle décrit cette force d'inertie des grands groupes. Comment on peut faire pour les rendre un petit peu plus souples là-dessus? Si elle gagne plus d'argent, si tous les jeunes la quittent, moi, je connais des entreprises qui étaient magnifiques, mais tous leurs jeunes cadres font des burn-out et les quittent. C'est une question aussi de survie pour elles. Hein, elles n'auront pas le choix. Alors, le tout, c'est qu'elles s'en rendent compte avant de mourir. Et comment ça s'en rendre compte? Je crois que les dirigeants d'entreprise, être socio-perceptif, c'est peut-être aujourd'hui, ou travailler sa socio-perception, la chose la plus importante pour les chefs d'entreprise aujourd'hui, pour arriver à permettre à leur entreprise de survivre dans un monde complètement différent. Un monde incertain, effectivement. On va se retrouver juste après une nouvelle petite pause, une chronique de la Minute Bouclée. La Minute Bouclée nous avait envoyé une petite séquence il y a quelques temps et nous avons décidé de la rediffuser maintenant. Et pendant ce passage, Perrine Le Gall va venir s'installer ici à côté de nous et nous allons poursuivre le dialogue tous ensemble après. On se retrouve après ça. Bonjour à tous. Alors ça y est, les catalogues de Noël sont arrivés. Christmas is coming. Les rayons de magasins commencent à se mettre en place, avec parfois quelques installations qui laissent à désirer, en entretenant quelques stéréotypes de genre, en différenciant des produits que l'on associerait d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles. En 2018, Pépites Sexistes est un collectif qui récolte des illustrations, publicités, publications qui entretiennent ce genre de stéréotypes. Sur ses réseaux sociaux, le collectif publie ses pépites insupportables pour interpeller ce sexisme ambiant entretenu par le marketing. Et Noël est une grande saison pendant laquelle ressurgissent ce genre de stéréotypes, que ce soit sur les packagings de produits, dans les publicités ou encore dans les catalogues de jouets. Alors Pépites Sexistes a repéré un bon élève. Il s'agit de Jouet Club. La marque met en avant tous les univers de jouets qu'elle propose et bouleverse les représentations dans les mises en avant de produits. À l'image de ce petit garçon que l'on voit sur la page 176 du catalogue de cette année, qui se présente avec une poussette. Ou encore un autre petit garçon un peu plus loin dans le catalogue qui passe l'aspirateur. Mais tout ça n'est pas du goût des haters qui se sont empressés de répondre à Pépites Sexistes, des haters qui se confortent finalement dans des représentations très arriérées, très moyenâgeuses, très limitantes aussi. Alors si vous pensez qu'un petit garçon qui joue aux poupées ou une petite fille qui joue aux voitures, eh bien c'est... contre nature. Hein. Alors là, je peux plus rien pour vous les amis. Associer un rôle à un genre n'a aucun sens. Cette histoire de rôle de genre me fait penser à ce qu'écrit Chimamanda Ngozi Adichie dans son livre Cher Adjewil ou un manifeste pour une éducation féministe aux éditions Gallimard. Elle écrit ceci. Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le vagin. Cuisiner s'apprend. Cuisiner, tout comme les tâches domestiques en général, est une compétence de base qu'idéalement, aussi bien les hommes que les femmes doivent avoir. Pour en revenir aux jouets, dans ce même livre, Chimamanda distingue les jouets définis comme actifs, les voitures, les trains, etc., aux jouets dits passifs, à savoir tout ce qui est les poupées et les poupons. Et à propos de cette distinction de jouets, Chimamanda rajoute dans son livre notre culture commence tôt à façonner nos représentations de ce qu'un garçon doit être et de ce qu'une fille doit être. Cela va à l'encontre aussi de cette idée de laisser les enfants finalement se réaliser pleinement. Cher Père Noël, pour ces fêtes de fin d'année, j'aurais juste une petite requête à te soumettre. Détache-toi de ces carcans infondés, arriérés, désuets et complètement idiots. Le meilleur cadeau que tu puisses mettre sous le sapin cette année, c'est la possibilité d'avoir cette liberté de choisir, la liberté de tester, de découvrir. Enfin, pour conclure, je citerai Fabienne Brugère, philosophe, qui disait il y a quelque temps « Il n'y aura pas d'égalité sociétale entre les femmes et les hommes tant qu'on n'aura pas changé la position des femmes et des hommes dans l'espace privé et familial. » Je n'ai rien d'autre à ajouter. Belle fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Salut!
Merci Laura pour cette chronique, à la fois forte à propos, parce que c'est la période, et puis à la fois décalée, mais qui a eu des réactions également ici. Merci et bravo à toi. Perrine, bonsoir. Bonsoir Éloi. Alors Perrine, merci d'avoir accepté notre invitation, cette invitation au dialogue. Vous êtes cofondatrice, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes cofondatrice et directrice du développement de Coloris, qui est un centre de formation aux enjeux du numérique et au code pour les enfants, mais s'appuyant sur la méthode Montessori et sans écran. Vous travaillez notamment avec le MIT autour des travaux amorcés par Kimberly Smith. Est-ce que j'ai raison si je dis que finalement Coloris est une sorte de réponse aux injonctions paradoxales qui disent que l'enfant, notamment de moins de 3 ans, est une éponge et du coup c'est vraiment le moment où on peut tout lui apprendre, mais c'est également l'âge où on doit éviter de l'exposer aux écrans, a priori? Vous avez tout à fait raison. Vous avez bien travaillé. C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle on propose effectivement des activités d'initiation à la technologie et au numérique sans écran pour les enfants de 3 à 6 ans, donc en maternelle, parce que c'est l'âge où l'enfant a vraiment une appétence et une envie de découvrir le monde qui l'entoure, de tout explorer. Malheureusement, le monde qui nous entoure n'est pas adapté aux jeunes enfants et il faut bien se l'avouer. Nos maisons sont de plus en plus peuplées d'écrans dont on se sert et dont on a besoin. Donc comment est-ce qu'on va permettre effectivement à ce jeune enfant qui a envie de découvrir le monde qui l'entoure de comprendre comment fonctionne ce monde sans l'exposer directement aux écrans? C'est la mission de Coloris. Et tout cela avec la méthode Montessori. Juste un petit rappel, Montessori, c'est une manière de percevoir le monde, une manière aussi de... vous le décrivez comment, Montessori? Alors, je dirais que Coloris s'appuie sur les recherches de Maria Montessori parce qu'on estime que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pertinent et même, j'irais même jusqu'à dire de plus visionnaire sur le développement de l'enfant entre 3 et 6 ans, puisque dans ses recherches, Maria Montessori s'appuie sur ce qui est primordial à cet âge-là, à savoir la manipulation, donc tout ce qui passe par les mains, à savoir le repérage dans l'espace, la logique et l'autonomie de l'enfant. C'est un âge où, je pense que tous les parents se reconnaîtront dans ce que je vais dire, où les enfants ont vraiment très très envie de tout faire tout seuls. Et les travaux de Maria Montessori montrent qu'il faut encourager cette autonomie de l'enfant. Donc on va s'appuyer sur ces recherches pour créer des activités qui vont permettre à l'enfant d'apprendre tout seul et lui donner du coup envie d'aller plus loin et de mieux comprendre et de faire plus difficile et d'essayer d'autres choses, etc. Donc c'est essentiellement là-dessus effectivement qu'on s'appuie sur ces travaux. Votre parcours juste avant cette aventure, d'où venez-vous? Tout avoir et rien avoir. Donc en fait, Coloris, c'est avant tout l'histoire d'une belle rencontre, puisque à l'époque, moi je travaillais dans une grande entreprise en tant qu'experte digitale et je m'inquiétais de plus en plus sur la place grandissante que prenait le numérique dans nos métiers et même dans l'entreprise en général et dans nos maisons. J'ai commencé à m'inquiéter quand je suis devenue maman, forcément, parce que je me suis dit comment est-ce que je vais préparer ma fille à ce monde-là et l'aider à grandir de manière intelligente. Donc je savais effectivement que les écrans n'étaient pas du tout appropriés, donc je me suis renseignée et je suis tombée sur un article d'une jeune femme formidable qui s'appelle Amélia Matar, qui expliquait justement qu'il fallait aider les enfants à grandir intelligemment dans ce monde de plus en plus technologique et qui proposait des activités adaptées et complètement déconnectées. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je lui ai écrit, je lui ai dit ce que vous faites est extraordinaire, rencontrons-nous. On s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur professionnel et c'est ce qui a donné Coloris aujourd'hui. Et Amélia Matar, que nous avions rencontré sur le forum Changer d'air en juin dernier. Forum Changer d'air dont nous sommes évidemment très proches depuis toujours. Amélia Matar parlait d'école de la bienveillance. Elle parle toujours à propos de Coloris d'école de la bienveillance, d'école qui devrait être celle d'aujourd'hui finalement. Qu'est-ce qui a fait que finalement il y a eu complètement une rupture? L'école d'aujourd'hui, sans être l'école de la malveillance, c'est pas forcément l'école de la bienveillance qu'on aimerait. Alors là, c'est un autre sujet, un très vaste sujet. Je pense que Irène aurait plein de choses à dire là-dessus, parce que effectivement, je pense que l'école est apparue aussi à un moment de l'histoire où on a eu besoin, que tous les enfants quelque part prennent la même direction, soient
que leur éducation soit construite en silo au final, donc de manière très 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 individuelle, et que la société évoluant, on passe d'une société très individualiste à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, horizontal, où on a besoin de collaboration, où on a besoin de vivre ensemble, ce qui fait, à mon sens, que effectivement l'école d'aujourd'hui n'est plus tout à fait adaptée aux enfants d'aujourd'hui et qu'on a vraiment besoin de retomber sur quelque chose de très bienveillant, de très collaboratif. Et c'est vraiment les intentions qu'on a. Moi, j'ai eu la chance d'assister en 2017 à un événement qui s'appelait les Assises des maternelles, organisé par le gouvernement, par le ministre de l'Éducation, qui regroupait tous les corps de métier de l'éducation. Et ils ont vraiment beaucoup insisté, ça a duré 2 jours, et ils ont vraiment beaucoup insisté justement sur cet axe de la bienveillance qu'il fallait absolument cultiver à l'école pour faciliter les apprentissages, et sur aussi la nécessité de travailler sur le langage et l'importance que tous les enfants, pour partir avec les mêmes chances pour l'avenir, aient justement les mêmes fondements en ce qui concerne le langage dans un univers qui est très très bienveillant. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Sauf que la bienveillance, on n'a parfois pas l'impression qu'elle s'impose. On la développe, on l'a de manière innée, sans doute, évidemment, mais j'imagine que c'est pas si évident de dire l'école de la bienveillance, ça doit être notre priorité, parce que c'est pas si simple à mettre en place. Ah non, ça c'est pas simple, c'est sûr. Irène, dans ce que j'entends avec Coloris, j'y retrouve des mots-clés qu'on a abordés ensemble, mots-clés coopération, bifurcation d'ailleurs aussi, prise de conscience, le vivant également. Finalement, j'y retrouve probablement le sel de ce qui fait l'apimorphose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Alors, merci Perrine. Vous êtes un élément de la métamorphose humaniste en cours. Et comme ça concerne nos enfants et les jeunes, c'est excessivement important. Je pense que l'éducation est au cœur de tout le travail que l'on doit faire sur la métamorphose humaniste. Alors, vous prenez les enfants très jeunes. D'autres les prennent un petit peu plus tard, avec aussi des méthodes tout à fait extraordinaires pour... je pensais en vous écoutant à la petite poussette de Michel Serres. Oui, vous voyez le geste qui va finir par rendre ces enfants un peu bizarres. Alors, il faut leur remettre la tête sur les épaules. Et je crois que ce que vous faites, c'est absolument essentiel. Et nous sommes aussi là devant une révolution de l'éducation. Elle est en cours. On voit des exemples comme ce que vous avez montré. Elle est en cours. Elle est en cours également dans le secondaire, où j'ai vu des enfants qui travaillaient entièrement en pensée systémique, c'est-à-dire en pensée globale, et qui étaient capables, en 4e, de réfléchir pour des petites et moyennes entreprises à de nouvelles stratégies, parce qu'ils étaient capables d'utiliser naturellement toute la pensée globale et la pensée systémique et les interactions. Donc ce que vous faites là me paraît absolument essentiel dès le départ. Alors après, il y a effectivement le passage à l'écran qu'il va falloir apprendre à gérer, mais tout ça c'est normal, hein. Il y a 20 ans, enfin non, 30 ans qu'on a nos écrans, alors bon, c'est normal. Et je vois bien les jeunes ont par rapport à l'écran à la fois une fascination et à la fois, attention, pas tout le temps. Oui, il y a quand même une certaine vigilance. Oui. Vous accompagnez les enfants jusqu'à quel âge ? Alors, c'est jusqu'à la fin de la maternelle, donc jusqu'à 6 ans, parfois jusqu'au CP, parce qu'on a des demandes qui sont émises aussi auprès d'enfants du CP. Mine de rien, ils ont souvent 6 ans aussi au CP, donc on accompagne aussi les enfants en CP. On commence à 3 ans jusqu'à 6-7 ans. Et pourquoi ça s'arrête à 6-7 ans ? Parce Pourquoi ça que continue pas vers 7 ans, 7-8 ans, les enfants commencent à avoir envie d'essayer effectivement et de mettre les doigts dans le code et de voir ce que ça donne sur un écran. Donc c'est un âge où on estime qu'ils peuvent effectivement commencer à coder. Je ne vais pas dire pour de vrai, parce que nous on propose aux enfants de coder sans écran, on fait du code, mais à coder avec un écran.
Après, est-ce que dans l'avenir, on ne travaillera pas à développer notre méthode pour permettre à des enfants plus âgés d'apprendre aussi le code dans l'écran, sans écran? Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, on se concentre effectivement sur les 3-6. Et quand vous avez collaboré avec Kimberly Smith, donc chercheuse du MIT, sur quoi vous avez travaillé de manière très, très concrète avec elle? Est-ce qu'il y a des applications derrière qui en sont sorties? Oui, tout à fait. Alors, Amélia a lu sa thèse qu'elle a faite donc, au MIT sur l'apprentissage du code pour les enfants sans écran, en s'inspirant et aussi de la méthode Montessori. Et du coup, elle est tout de suite rentrée en contact avec elle pour savoir de quelle manière est-ce qu'on pouvait collaborer. Parce que Coloris, c'est effectivement de la création et de la curation, c'est-à-dire qu'on crée nos propres activités, mais on va aussi chercher la crème de la crème de ce qui se fait un peu partout à travers le monde. On collabore aussi avec Linda Liukas en Finlande. Et donc, du coup, on a écrit effectivement à Kimberly Smith pour voir de quelle manière on pouvait collaborer. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous envoie le matériel qu'elle crée et on en teste certains en exclusivité dans notre lieu, parce qu'on a un lieu, on a la chance d'avoir un lieu dans le 20e arrondissement où on reçoit des enfants toutes les semaines, et on a une école Montessori juste à côté aussi où on s'entend très très bien avec les éducateurs, et souvent on reçoit les enfants chez nous pour qu'ils testent ce matériel, ce qui nous permet aussi de faire des retours, nous, à Kimberly, et de pouvoir travailler ensemble de cette manière-là. Il y a Niels qui m'avait soufflé une idée, une petite question. Il y a beaucoup d'applications autour du jeu, évidemment. Alors la première, c'est pourquoi le jeu, même si on se doute évidemment qu'avec les enfants, c'est un peu plus simple. Et surtout, sa question, parce que je le sens très intéressé par ça, c'est, encore une fois, pourquoi pas les adultes? C'est une manière de déconnecter aussi, ou de se reconnecter à quelque chose. Est-ce que ça peut pas être applicable pour les adultes? Ou pour Niels, juste pour Ça Niels. peut être applicable aux adultes. Je vous mentirais si je vous dis qu'on n'y pense pas de temps en temps. Après, je pense qu'il y a déjà énormément de choses à faire avec les enfants et c'est vraiment notre priorité. Mais je peux vous donner un exemple concret. Encore une fois, on reçoit les enfants toutes les semaines et ils viennent avec leurs parents. Et on demande, nous, aux parents, pour que l'enfant puisse découvrir par lui-même de manière autonome, on demande aux parents de ne pas trop intervenir. C'est très compliqué pour les parents parce que souvent, ils sont eux aussi en découverte. C'est-à-dire qu'ils découvrent ce que c'est que le système binaire. Ils disent, ah, mais c'est ça, les 0 et les 1. Ah, mais c'est comme ça que sont faits les pixels. Ils découvrent au même titre que leurs enfants, ce qui pour nous est super agréable d'avoir des épiphanies comme ça tous les week-ends. C'est vachement sympa. Donc oui, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire. Parce que je pense qu'il y a un grand besoin de démystifier le numérique d'une manière générale. Et je rejoins tout à fait Irène dans ce qu'elle se disait tout à l'heure. J'aimais beaucoup ses propos quand elle disait qu'il fallait mettre le numérique au service du vivant et de l'épanouissement. Nous, on cherche à le mettre au service du vivant en rendant justement les enfants acteurs de la technologie et non simples utilisateurs. Et on va vraiment aller au service de l'épanouissement en allant le proposer à tous les enfants. C'est-à-dire qu'on se déplace, nous, en Île-de-France, pour pouvoir s'adresser à tous les milieux sociaux et aux filles comme aux garçons, ce qui permettra à chacun d'avoir justement ces connaissances et cette culture pour s'épanouir. Et ce qui est magique, c'est que là, il n'est pas question de clivage numérique, parce qu'il y a encore 20% de personnes en France qui sont un petit peu éloignées, voire sévèrement, du numérique. Vous, c'est une manière de réconcilier, alors chez les enfants, mais de réconcilier ces mondes. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'on était un centre. Alors, effectivement, je dirais pas qu'on est un centre parce que justement, pour nous, c'est très très important de dire qu'on est plutôt une méthode, parce que notre objectif, c'est vraiment de proposer cette méthode à tous les éducateurs de France et peut-être d'ailleurs, pour qu'ils se l'approprient et qu'on puisse s'adresser à tous les enfants, quel que soit leur milieu social. Et encore une fois aussi, pouvoir s'adresser aux filles, parce que quand on fait des ateliers chez nous, souvent, on nous amène des petits garçons. Mais typiquement, quand on travaille avec l'école Montessori à côté et qu'on va voir les enfants et qu'on leur dit qui veut venir partager un atelier, qui veut venir participer à un atelier, on a régulièrement 80% de filles. Comme quoi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'éducation nationale, là, en disant ça, on sent déjà un énorme brouillard. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut accélérer? Parce qu'on parle d'école Montessori, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer cette méthode se déployer peut-être plus rapidement d'un coup? Alors, c'est clairement notre volonté si on veut s'adresser à tous les enfants. Donc, pour cela, effectivement, c'est pour ça qu'on forme les éducateurs et qu'on propose des formations. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui viennent sur leur temps libre
et sur leur denier personnel se faire former chez nous pour pouvoir proposer ensuite coloris dans leur classe. Ça arrive de manière très régulière. Après, on a la chance de travailler avec des collectivités en Île-de-France. Pour l'instant, on travaille avec 14 villes, ce qui nous permet de travailler sur le temps périscolaire, donc à la sortie de la classe ou le mercredi en centre de loisirs. Et petit à petit, on rentre aussi sur le temps scolaire. On travaille avec des enseignantes à l'école. On a de très bons rapports avec l'Éducation nationale qui nous a reçus plusieurs fois et qui trouve que ce qu'on fait, c'est formidable, mais effectivement, c'est très, très compliqué de rentrer à l'école de manière très large tout de suite. Donc, mais petit à petit, on y arrive. C'est souvent ce qu'on entend, c'est petit à petit on y arrive et c'est je trouve ça formidable, mais on va y aller tout doucement parce que c'est pas si simple. Mais on y arrivera. C'est bien, il faut garder la force de la foi. On est déjà dans des temps incertains, les temps de fin d'émission. Si je vous laissais le mot de la fin, Irène, qu'est-ce que vous pourriez dire de tout cela? Que j'aime beaucoup l'exemple que vient de donner Perrine, qu'il faut bien garder en tête qu'on est tâtonnant. On ne sait pas très bien comment sera fait le futur et on essaye. Et dans toute c'est une stratégie, hein, le tâtonnement, et on est en train d'apprendre. C'est normal. Hein. Il y a une génération que le numérique est vraiment devant nous et nous devons, en tâtonnant, apprendre. Et votre exemple est un excellent exemple, et, parce que l'éducation, c'est à la base de cette grande apprenance collective que nous sommes en train de faire sur le chemin de la métamorphose. Et vous, Perrine, je manque à tout mettre voir parce que je vois que vous avez amené quelque chose, mais qu'on n'a pas montré. Est-ce que Jérémy, éventuellement, on peut zoomer sur le... ou pas? Bon, on le voit bien. Aya le robot, c'est ça? Ayo le robot. Ayo, oui. Alors, de quoi ça parle et Alors, en fait, c'est un peu toute la base de notre pédagogie. On commence les ateliers, on propose aux personnes conformes de commencer les ateliers avec un chapitre d'un conte qui s'appelle Ayo le robot. Donc, pour l'instant, on en a 5 et chacun des chapitres aborde une thématique spécifique liée à la technologie, ce qui permet à l'enfant de s'évader par le conte et de pouvoir se projeter dans une dimension, je dirais, et de rentrer plus facilement dans les activités par la suite. Et c'est un élément vraiment clé de ce qu'on fait, parce qu'il y a aussi toute une dimension philosophique très importante. Par exemple, dans ce premier chapitre, on va aborder l'idée qu'un robot peut avoir un air triste ou un air content, et donc est-ce qu'un robot, ça peut être triste ou content? Donc on aborde avec les enfants le fait que non, c'est un objet et qu'il peut être triste ou content que si on lui dit affiche un sourire. Donc ça, je voulais effectivement le montrer parce que c'est un élément clé, Ayo le robot, de la pédagogie coloris qui a été écrit par Amélia Matar et illustré par Warren Beer. Et vous voyez qu'il a été édité aux éditions Erol dans le cadre d'un coffret d'activités qu'on a mis en place. Voilà. Erol, même éditeur que Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle, par Alain de Vulpian et notre invitée Irène Dupont-Couturier. Ça me permet juste de lire un petit passage de Serge Tisseron qui est venu à 2 reprises chez nous, autour des robots bien sûr. Il est important d'ouvrir les robots avec les enfants, car ils ont une tendance à l'anthropomorphisme qui les pousse à projeter de l'affection pour les machines. Ils doivent comprendre qu'une machine reste une machine, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir joué le jeu de cette émission. Sortez vos cahiers de texte, hein, comme d'habitude. Enfin, vos agendas, plutôt, je ne sais plus comment on dit, vos smartphones, tout ça. Notez, en tout cas, les prochaines dates. Vous retrouverez très, très bientôt une émission avec Cynthia Fleury. Vous retrouverez également, chez notre partenaire, le Forum Changer d'air, une émission qui est réalisée le 4 décembre, une émission spéciale avec un dialogue entre Joël de Ronet et Jacques Rougerie sur une question clé, la mer, l'avenir de l'homme. On peut aussi le lire comme n'étant pas une question, mais plus une affirmation. C'est en direct, c'est en public, c'est au Cube aussi. Et c'est à midi le 4 décembre, ne le manquez pas. Le 14 janvier, on a rendez-vous avec Pascal Derme et sans doute Sandrine Roudot également. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, partagez tout ce que vous voyez, entendez. Abonnez-vous évidemment à la chaîne, comme disent les millennials. Et puis, suivez-nous, suivons-nous. À tout de suite sur les réseaux.